Je vais vous présenter le cas d'une patiente de 51 ans qui vient pour une gastroscopie pour des épigastralgies initialement et chez qui on découvre un ulcère œsophagien dont l'évolution est favorable sous IPP. Suite à ça et suite à la réapparition des symptômes, on réalise une deuxième gastroscopie qui retrouve cette fois-ci une lésion de 5 mm pour laquelle les biopsies retrouvent une dysplasie de haut grade. Voici l'image observée lors de la gastroscopie initiale. Voici l'image observée lors de la deuxième gastroscopie. Les objectifs pédagogiques sont de 1. Caractériser une lésion œsophagienne, de 2. Discuter des techniques de résection œsophagienne. Les opérateurs sont le docteur Thibaut Degan et le docteur Camille Bazin, et les infirmières sont Adeline Larmonnier et Marion Thierry. On est à nouveau au bloc opératoire donc avec Camille Bazin, Adeline Larmonnier et Jocelyne Chauvelot, nos infirmières. Marie en anesthésie et le docteur Rondam en anesthésie également. Pour ce cas de lésion œsophagienne pour lequel des biopsies en dysplasie de haut grade ont été retrouvées à 2 reprises. Donc l'idée ça va être de repérer la lésion. Voilà, a priori on est déjà sur la zone, de voir comment elle a évolué, quelle taille elle fait. Donc là tu es avec quel endoscope Thibaut pour ce cas? Donc on a pris un endoscope NIRFocus avec de la série 190 Olympus et on est branché sur une colonne EVISX 1. Voilà, donc bon, on va refaire la gastro. Tu refais la gastro de principe, on ne sait jamais. Rapidement. Ah, donc quand tu sais que tu as un EBO à caractériser, tu prends toujours ce genre d'endoscope équipé avec le NIRFocus notamment. Oui, systématiquement, avec éventuellement, on a de près également un capuchon pour voir les zones qu'on aurait du mal à déplisser, qui n'est pas toujours nécessaire. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc là, on n'a pas vu grand chose dans l'estomac. On va aller se concentrer sur la zone œsophagienne. On va regarder ce qui ressort de la rétrovision. Voilà. Rien qui... Voilà, donc pas de lésion visible de ce côté-là. Okay. On va essayer de se concentrer donc sur la zone de cette petite lésion en dysplasie de haut grade. Retrouver ce qui correspond à la photo qui a été observée, ce qui ne va pas être évident manifestement. Tu restes dans un premier temps en lumière blanche. Voilà, dans un premier temps, essayer de repérer la lésion qui, je pense, était sur cette zone-là. Voilà. Alors, la patiente avait été mise sous IPP. La zone en dysplasie a été repérée à 2 reprises. Les biopsies ont 2 fois confirmé la dysplasie de haut grade. Et donc on voit qu'on n'est pas sur un EBO très étendu. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même s'évertuer à bien regarder tous les EBO, même s'ils sont de petite taille. Oui, alors c'est même difficile de confirmer qu'on est bien. Voilà, il y a 2-3 languettes, quoi, mais donc il y a une lésion qui a l'air un petit peu peut-être ce gros pli là, mais c'est difficile de caractériser là. Puis il y a une zone qui m'attire l'œil ici, particulièrement. Alors on va voir comment on caractérise les lésions œsophagiennes, mais je pense qu'avant on va quand même mettre un capuchon pour une fois, pour mieux déplisser cette zone là. Le petit orifice à midi à peu près, il faut que le liquide coule. Voilà, donc ça réduit un petit peu le champ de vision, mais ça permet de se concentrer sur des zones qui nous ont interpellés au départ. Alors il y a ce petit patch là, mais c'est pas là-dessus que les biopsies avaient répondu dysplasie de haut grade, c'était vraiment sur une lésion qui était à cheval sur la ligne Z. Là il y a une petite dyschromie, mais on va enlever le NIRFocus pour voir mieux de loin. À première vue, c'est pas non plus évident. C'est-à-dire que les 3 fois, la lésion a changé d'aspect entre la première gastroscopie et la deuxième. On avait déjà un doute sur la dysplasie de haut grade, et là... Donc on va regarder chaque languette.
de près. Voilà, donc là. Donc pour caractériser une lésion œsophagienne, ce qu'on va vouloir regarder, ça va être d'abord son relief, son aspect macroscopique. Donc là, on a même du mal à identifier quelque chose de très très net. Mais ce qui avait été décrit était plutôt une lésion 0,2A de Paris. Voilà, je pense que c'est ça le problème. Pourquoi je pense que c'est ça le problème? Quand on regarde ici, si on s'arrête sur cette image-là, et qu'on regarde le relief muqueux, on voit qu'on a des glandes, des glandes tubulisées avec l'aspect blanc au centre des glandes qui change brutalement d'épaisseur. Et ça, c'est un critère de dysplasie au niveau muqueux. Ensuite, on va s'attacher à regarder les vaisseaux. Et les vaisseaux, on va rechercher si on a aussi une irrégularité vasculaire, des vaisseaux qui passent d'un relief muqueux à un autre sans suivre le relief muqueux. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on a là. Si on veut mieux les suivre, peut-être qu'on va se mettre en NBI. Voilà. Donc là, tu es en ear focus toujours, hein, je rappelle. Voilà. En ear focus, éventuellement en immersion pour avoir là, des belles photos. Image, ouais. Alors vous voyez qu'il y a deux choses à analyser. Non, les vaisseaux là. Voilà, donc il y a les grands vaisseaux verts qui sont des vaisseaux non pathologiques. Mais en revanche, on voit des petites boucles vasculaires un petit peu plus courtes qui traversent les reliefs muqueux sans vraiment les suivre. Je pense que la zone de dysplasie, c'est cette zone-là. Alors, on va défiger l'image. Donc, on va rechercher d'autres zones là. On va examiner le reste de l'endobrachiosophage. Pendant ce temps-là, on va vous montrer un petit topo un petit peu plus précis sur la caractérisation œsophagienne. Et on vous retrouve dans 2 minutes. Donc, la caractérisation œsophagienne, on va d'abord s'attacher à l'aspect macroscopique avec la classification de Paris, bien connue, avec l'aspect 0,1P pédiculé, l'aspect 0,1S qui va être différencié de l'aspect 0,2A qui lui est inférieur à la pince à biopsie fermée. Sur les indications de la classification de Paris sur un œsophage glandulaire, la profondeur du SM1 va être de 500 microns et c'est les informations qu'on relèvera sur le plan macroscopique. On va ensuite s'intéresser au relief muqueux et voir s'il est invisible, comme c'est le cas sur cette photo-là, ou s'il est visible. S'il est visible, on va regarder s'il est régulier ou irrégulier. S'il est régulier, on va regarder sa forme et sa taille qui sera régulière, son arrangement sera régulier, sa densité sera identique à la muqueuse alentour et les zones blanches seront de largeur identique comme sur les photos que vous voyez là. S'il est irrégulier, la forme et la taille seront variables, l'arrangement sera irrégulier, la densité élevée et les zones blanches seront invisibles ou de largeur variable, comme on peut le voir ici. On va s'intéresser ensuite au relief vasculaire et de la même manière, est-ce que ce relief vasculaire est invisible, comme c'est le cas ici où on voit uniquement des larges vaisseaux verts qui ne sont pas pathologiques, ou est-ce qu'il est visible? S'il est visible, est-ce qu'il est régulier? Et sa forme est alors similaire, branchée, régulière. Son calibre a un changement progressif et les vaisseaux sont localisés entre le relief muqueux, comme c'est le cas sur la photo. S'il est irrégulier, les formes seront variées, irrégulières, le calibre aura un changement brutal et la localisation des vaisseaux pourra traverser le relief muqueux, comme c'est le cas sur ces photos. Avec l'ensemble de ces informations, on va pouvoir prédire l'histologie. Soit on a un relief muqueux et ou un relief vasculaire irrégulier et c'est en faveur de la dysplasie. Soit on a un relief muqueux visible mais plat avec des gros vaisseaux verts ou alors un relief muqueux régulier et vasculaire régulier et il n'y aura pas de dysplasie. Soit on a un relief muqueux ou vasculaire non visible et on ne peut pas classifier. Avec ça, on a une précision diagnostique de 91%. On a examiné le reste de l'endobrachiosophage. On trouve un relief muqueux qui est régulier, palissadique, avec cette fois-ci, si on veut montrer une zone un peu normale, des glandes
et des vaisseaux qui se suivent, bien réguliers, donc pas en faveur de zones dysplasiques. Alors on est d'accord que cette fois-ci c'est un petit peu difficile à bien identifier. Néanmoins, la zone qui avait été repérée était celle-là, c'est celle où on a un petit peu de relief, où on retrouve effectivement cet aspect blanchâtre irrégulier, et donc on va se poser la question d'une résection. Donc quelle technique tu utiliserais pour cette lésion et pourquoi alors? Alors, on va avoir plusieurs techniques de résection possibles dans l'œsophage. La plus compliquée serait la technique de dissection sous muqueuse. Ça paraît peut-être un petit peu excessif quand on regarde ce type de lésion-là, qui fait de toute façon de moins de 15 mm. Et donc il va nous rester la mucosectomie au cap et la mucosectomie avec ligature, avec notamment le système Duet, qui sont globalement équivalentes en termes de résultats, avec une facilité, peut-être un traitement plus facile avec le système de ligature qu'on va utiliser là. Donc on va marquer simplement la lésion avec la pointe de lance, qui est une lance spécifique du système de ligature. On va vous montrer le premier point qu'on fait en soft coagulation simplement avec la pointe de lance. Et puis ensuite, on va vous montrer un petit topo sur les techniques de résection œsophagienne et notamment leur comparaison au vu des différentes études. Et on se retrouve ensuite, une fois qu'on a marqué, pour voir les différentes étapes de la résection. Alors, on va sortir la pointe. Hop, et on va montrer quelques... Alors, un petit peu moins, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc juste avec la pointe sortie de l'anse qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est une anse particulière qui est capable de passer dans le système Duet à côté du fil, des ligatures. Donc on va se mettre en dehors de la zone. Parce que j'allais te demander comment tu fais ton marquage, un petit peu comme en dissection, à distance de la zone. L'idée, c'est que tu puisses repérer facilement tes marquages quand tu auras ton système Duet de montée. Voilà, c'est exactement ça. Le système de ligature va nous bloquer un petit peu la vision. Et donc, ça va être intéressant d'avoir les points après, une fois qu'on sera avec les élastiques. Donc, on vous montre le petit topo sur la comparaison des techniques de résection. Et on vous retrouve pour la suite de la résection. Voilà, on vous attend. Donc, les différentes techniques de résection œsophagienne. La dissection sous muqueuse, qui va avoir pour objectif une résection monobloc, qui va avoir l'intérêt d'avoir une résection carcytologique sans limite de taille, une morbidité moindre que la chirurgie et une analyse anatomopathologique exhaustive. L'indication, ce sera plutôt pour les lésions supérieures à 15 mm, et les points faibles, c'est l'accessibilité, la difficulté technique, l'apprentissage long et une technique qui est chronophage. Une autre technique est la mucosectomie au cap, avec l'utilisation d'un capuchon oblique, où on va repérer la lésion, la marquer, injecter dans la sous-muqueuse, aspirer la lésion dans le capuchon, et à l'aide d'une anse qui sera coincée dans la rigole au bout du capuchon, enserrer la lésion et la couper. L'intérêt, c'est qu'on va avoir des spécimens plus larges qu'en mucosectomie standard, qui a peu d'événements indésirables, et que c'est plus facile que la dissection. L'inconvénient, c'est qu'il y a une déformation de l'anse et qu'il faut repositionner à chaque fois dans le capuchon. La mucosectomie avec ligature élastique, ça va être à peu près le même système où on va repérer la lésion, la marquer, l'injecter, l'aspirer dans le système de ligature qu'on va mettre en place et une fois qu'on aura largué l'élastique sous la lésion, sectionner à l'aide d'une anse spécifique qui passe dans le canal opérateur en parallèle du fil de ligature. Les intérêts, c'est également qu'on a un spécimen qui est plus large qu'une mucosectomie standard, qui a peu d'événements indésirables, que c'est plus rapide que la dissection et qu'on a plusieurs élastiques permettant de faire une mucosectomie piecemeal. Les inconvénients, c'est que ça diminue la taille du canal opérateur et que ça nécessite des instruments adaptés pour faire face aux événements comme l'hémorragie. La comparaison des différentes techniques. En prenant ces différentes études, on remarque qu'on a des tailles de résection plus importantes avec la dissection sous muqueuse, mais que la résection R0 est équivalente entre les trois techniques pour les lésions de moins de 15 mm. Pour les lésions de plus de 15 mm, la résection R0 est plus fréquente avec la dissection sous muqueuse. Les temps de résection sont plus courts
pour les techniques de mucosectomie et en particulier la mucosectomie avec ligature. Le taux de complication est plus important avec la dissection et le coût est plus élevé avec la mucosectomie au cap comparé à la mucosectomie en ligature. On a donc choisi, pour les raisons que vous venez de voir, le système Duet de ligature par mucosectomie, de mucosectomie par ligature, pardon. Donc on peut injecter ou non. L'habitude qu'on a, c'est plutôt d'injecter. Donc on va descendre l'aiguille d'injection. Donc il y a une aiguille classique. Voilà, notre aiguille classique de 25 gauges sort. Commence à injecter doucement. Voilà, on va injecter tranquillement, ça sert à rien d'injecter trop. Stop. Rentre. Est-ce qu'on a tous nos points? On va vérifier ça. Donc là tu vérifies que tous tes points se soulèvent globalement pour avoir voilà, on a à peu près là tous les meilleure points. prise par le système. Vas-y, sort. Injecte. Voilà. Et donc là maintenant on va aller monter le système par ligature. Donc Adeline va vous montrer comment on monte le système Duet. Donc là, on a ouvert le système Duet, donc tout est étalé sur la table. Donc on a la petite poignée qui va se fixer sur le canal opérateur, le cathéter qu'on passe à l'intérieur pour ensuite récupérer le fil avec le capuchon où les élastiques sont prémontés. Donc ça ressemble à un ligateur classique, hein. Donc on va peut-être commencer pour pas... Donc voilà, Thibaut fixe la poignée au niveau du canal opérateur avec la petite molette. Voilà, il faut s'assurer que la poignée puisse tourner dans les deux sens. Donc que la poignée soit bien vers nous. Parce que si on la pousse comme ça, on est uniquement dans un sens qui est le sens de largage d'élastique. Voilà, donc on va revenir comme ça. Donc ensuite on pré-perfore la petite membrane qui donne accès au canal opérateur de l'endoscope. On passe donc la gaine qui nous permettra de récupérer à l'extrémité de l'endoscope le fil. Voilà, donc ça, on va voir sortir le cathéter à ce niveau-là. Donc Adeline mettra en place, voilà, on voit qu'il y a un petit crochet. On met en place la corde et là, progressivement, Thibaut retire depuis la poignée le cathéter en plastique qui permet de faire arriver le capuchon à l'extrémité de l'endoscope. Voilà. Donc on fait ça progressivement, voilà. sans forcer. Ici, on va attacher, c'est l'intérêt d'avoir la poignée dans les deux sens, le petit fil. Hop, tiens, je vais te rendre ça. Le petit fil dans sa rigole ici. Voilà, il y a une petite fente avec un trou pour bien fixer le nœud de la corde. Voilà. Et ensuite on va mouliner petit à petit en regardant l'écran pour mettre de lumière. Voilà. Donc là, les mouvements de rotation de la poignée permettent de faire avancer le capuchon sur l'endoscope avec le système prémonté d'élastique. Ensuite, l'infirmière fixe bien jusqu'à la butée. Voilà. Et donc après on vérifie le positionnement des élastiques en endoscopie. Voilà, il ne faut pas que vous ayez les élastiques dans votre champ de vision et qu'ils soient bien sur le côté. Voilà, donc voilà, là, le donc système est opérationnel. Avec le système monté, on a une perte quand même du champ de vision. C'est la raison pour laquelle on a marqué avant de réaliser la résection. Voilà, et donc on va redescendre l'endoscope et se positionner en face de nos points pour pouvoir faire la résection. On va se positionner, aspirer la lésion dans le capuchon. Voilà, essayez de visualiser au moins un point si on peut. Voilà, c'est bien monté dedans. Et ensuite, larguer un élastique. Voilà. On va se reculer un petit peu. On voit qu'on a bien les points qui sont visibles sous l'élastique. Et donc qu'a priori, toute la lésion est bien montée dans le capuchon. Ensuite, dans le kit qui va avec, on a une anse particulière qui est une anse de 5 French, qui permet de descendre en parallèle du fil guide de ligature, du fil de ligature. Et donc on va pouvoir aller réaliser la mucosectomie. Donc là on va juste faire un point sur les réglages du bistouri que tu utilises. Donc on est en mucosectomie endocoupe avec un courant d'eau cut Q force 2 classique. Et puis une force coag de 4,5. Voilà, donc on est en effet 2 de coagulation sur l'endocoupe. Donc on va se positionner peut-être plutôt à 6 heures, voilà. Et donc on va ouvrir l'anse.
voyez, c'est assez, voilà, c'est assez rapide. Hop. Là, j'ai des petits soucis de positionnement pour bien me mettre en dessous. Voilà, et on va aller se caler en dessous de l'élastique. Alors là, il y a deux écoles, on peut faire les deux. Nous, on se met en dessous, ferme doucement. Donc c'est faisable au-dessus, c'est ça? C'est faisable au-dessus. D'accord. Voilà, et une fois qu'on est positionné, on branche et on coupe en endocoupe classique comme une mucosectomie. Voilà, c'est coupé. On récupère, voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas de souci à cet endroit-là. Il y en a peut-être un petit là, d'ailleurs. Non, c'est le repli, non? Non, c'est juste le repli, voilà, donc c'est bon. Parfait. Il n'y a pas de saignement. Donc on va récupérer tout de suite la pièce. Maintenant, on va redescendre. Et pour ça, on va retirer le système de ligature. On n'avait qu'une résection à faire. Alors, si jamais on a un saignement pendant la résection, il faut avoir prévu de l'adrénaline, puisque dans un canal opérateur classique, on ne va pas pouvoir descendre les clips ou les pinces chaudes comme prévu. Donc on a une aiguille de 5 French qui va avec et qui permet d'aller injecter l'adrénaline. Là, on a vu que ça ne saignait pas. Donc on va simplement aller vérifier tout ça, coaguler les vaisseaux visibles. Pour le retirer, il faut larguer tous les élastiques, enlever le capuchon et on peut retirer la poignée avec les fils. Hop. Donc là, tu vas t'assurer qu'il n'y a pas de complications sans le capuchon. Et ensuite, est-ce que tu lui proposeras un traitement complémentaire de son EBO restant? Alors, des languettes associées, effectivement, comme il y a de la dysplasie de haut grade avec une lésion qui était visible, hein, puisqu'on a réussi à la viser, un traitement d'éradication sera indiqué par notamment radiofréquence. On a vraiment une petite languette, on est en haut des plis. C'est difficile de confirmer qu'on est sur un EBO. Donc là, on a une cicatrice qui est toute belle. On a quelques vaisseaux visibles que je vais coaguler à la pointe de lance. Mais pas d'autres problèmes. Vous voyez, on a une résection qui est assez large malgré tout. Hop. Et je pense aussi qu'on va attendre la confirmation anatomopathologique puisque les lésions étaient quand même très fines à voir. Et là, si tu fais un traitement par radiofréquence complémentaire, tu attends combien de temps après ta résection là? On va attendre... on peut attendre 3 mois qu'elle est cicatrisée complètement. Qu'il n'y ait pas de sténose sur le cardia. D'accord. Donc là, tu fais une coagulation à la pointe de lance. Hein. Voilà, des quelques vaisseaux visibles qu'on verra mieux comme ça d'ailleurs. Hop. Voilà, donc on est en force coag. Mais bon, on n'a pas de saignement, on est au-dessus, il y a pas de... on va s'arrêter là. Voilà. L'analyse anatomopathologique de la pièce de résection retrouve un endobrachiosophage avec métaplasie intestinale, majoritairement en dysplasie de bas grade, avec un foyer de dysplasie de haut grade. Ce foyer est en résection complète, mais les marges de résection passent en dysplasie de bas grade. Il sera donc nécessaire de faire un complément de traitement par thermoablation de type radiofréquence ou par une nouvelle résection si on retrouve une lésion visible.